Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leurs réussites, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain Besson. Bonjour Sylvain. Bonjour Marine. Tu as intégré le musée Nicephore-Niepce en 2003, qui se trouve à Chalon-sur-Saône, dont tu es le directeur des collections depuis 2008. Donc il y a un mois, ça faisait 20 ans que tu étais au musée. Au sein du musée, tu es en charge d'une trentaine de fonds de photographes et tu assures la conservation et la valorisation des collections du musée. Donc là, on parle de plus de 4 millions d'images photographiques depuis l'invention de la photo par Niepce en 1827 aux dernières avancées numériques. Tu es aussi commissaire d'exposition, enseignant et tu as publié en 2022 une histoire de la photographie à travers les collections du musée Nicephore-Niepce aux éditions textuelles à l'occasion des 50 ans du musée. Voilà, donc j'ai essayé en quelques mots de te décrire rapidement, mais l'idée dans cet entretien, c'est qu'on revienne vraiment sur ton parcours et sur ton métier de directeur des collections de ce musée bien connu de tous, je pense. Ma première question, tu la connais, c'est est-ce que tu pourrais revenir sur ta formation et sur ton parcours professionnel jusqu'à ton arrivée au musée en 2003 ? Oui, bien sûr. Alors j'ai une formation un peu atypique parce que je viens pas du tout de ce monde-là. Je me destinais à être pharmacien au départ et j'ai parcouru les méandres universitaires jusqu'à une licence de biologie cellulaire et physiologie animale. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter. J'avais toujours eu envie de travailler dans les métiers de la culture et de l'image. Depuis tout petit déjà, je lisais la presse et je découpais les journaux et je les classais. J'avais 10-12 ans, j'avais commencé comme ça. Et à un moment, je lui dis mais pourquoi j'en ferais pas ma vie, parce que faire des expériences sur des souris, au bout d'un moment, ça pose question quand même, et ça m'intéressait plus du tout. Et donc j'ai eu l'occasion de faire une formation universitaire à Mulhouse, qui m'a formé au métier de la documentation, de l'informatisation, de la gestion de collections, qui s'appelait Mécadoct à l'époque. Et grâce à cette formation, j'ai pu intégrer l'iconothèque de l'ancien musée des arts et traditions populaires à Paris. Le musée fondé par Jean Rivière, et de vacations en stage, de stages en vacations et autres contrats avec la RMN. J'ai travaillé plus ou moins de manière continue 4 à 5 ans aux ATP à l'iconothèque à m'occuper des estampes. Voilà. Et les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvé en Bourgogne et j'ai candidaté au musée Niepce en début 2003. À un moment où ils cherchaient quelqu'un pour informatiser les collections, pour mettre en place la base de données, pour numériser les collections. Donc je suis tombé à point nommé parce que c'était pile ma spécialité. J'avais fait mes mémoires de maîtrise, l'année de muséologie de l'école du Louvre sur ce sujet-là, sur l'informatisation et les bases de données. Donc je suis tombé à point nommé. Et donc en mai 2003, j'ai commencé au musée, au 23 mai plus précisément. Et depuis, j'ai pu quitter cette maison. Sous la direction de François Cheval quand je suis arrivé. François était en train d'étoffer l'équipe, il y avait un projet de déménagement, il y avait un projet d'agrandissement du musée et on était nombreux à être recrutés dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, François Cheval est parti, mais la plupart de l'équipe est encore là. Et même si le projet a été abandonné, on continue notre métier de conservation et de valorisation. Et en 2008, j'ai pris la direction du service d'inventaire et de documentation et c'est à toi de parler maintenant. Oui, du coup, je voudrais qu'on revienne un petit peu avant. Est-ce que dans ta famille ou est-ce que dans ton entourage, il y avait cette intention, cet intérêt pour l'art, la culture, ou alors les musées ou le côté archivage. Enfin, est-ce que parce que du coup, je pense que c'est pas si simple de passer du côté scientifique à l'art. Est-ce qu'il y avait déjà à part effectivement cet intérêt que tu nous racontais d'enfant avec les magazines, mais est-ce qu'il y avait d'autres expériences, d'autres petits jalons, je sais pas, un stage ou des petites choses avant aussi de complètement bifurquer? Eh ben non, pas du tout. En fait, c'est venu tout seul.
c'est venu tout seul. Le rapport à l'image que j'avais, il était les mercredis après-midi avec mon grand-père devant la télé. C'est pas non plus foufou. C'était le samedi, aller au marchand de tabac, à la grande aventure du petit garçon qui allait acheter les cigarettes de sa mère et le Figaro de son grand-père, et de dépouiller le magazine avec lui. Non, c'est venu de tout seul et de moi-même en fait. C'est très étonnant parce que j'ai pas du tout une culture. Enfin, mes parents n'ont pas du tout cette culture-là. Mes grands-parents non plus. L'entourage absolument pas. Ils sont tous ingénieurs ou médecins ou secrétaires. Ils travaillaient. À la limite, s'il y avait quelque chose qui rapprochait de ce que j'étais prêt à faire, c'était ma tante qui travaillait chez Ron Poulenc. Donc enfin, voilà. Je parlais de pharmacie tout à l'heure. C'est à la limite la chose qui aurait pu éventuellement alors que pas du tout d'ailleurs. Donc non, j'ai aucun entourage familial qui aurait pu encourager à ça, à part une lecture dévorante permanente de supports imprimés avec des images, que ce soit de la bande dessinée, des magazines, des journaux que j'ai toujours lus, et que je trimballe de déménagement en déménagement d'ailleurs. Et du coup, en 2003, quel était un petit peu l'état du musée et parce que du coup, c'est aussi intéressant d'arriver à un moment de réflexion sur un musée ou sur une entreprise, enfin en tout cas sur une structure qui se pose des questions pour évoluer. Quel était un petit peu l'état du musée en 2003 et puis du coup les évolutions qui ont aussi suivi de ta carrière, enfin en tout cas vu que tu as pu voir la suite. Voilà, le paysage en 2003 et les évolutions du musée jusqu'à maintenant en fait. En 2003, j'étais tout bébé, je me rendais pas compte de tout, mais ce que j'ai assez vite compris, c'est que c'était un musée qui connaissait que son deuxième conservateur, qui avait eu un premier conservateur pendant 20 ans, qui avait fait un travail remarquable d'accumulation, qui avait pris en compte les deux inventions de Niepce, qui étaient la photo et la photogravure. Ça, je l'ai compris tout de suite, parce que ça voulait dire qu'il y avait de l'imprimé, des négatifs, des planches contact, des tirages, tout ça était là, des appareils par milliers. Il y avait eu cette accumulation. François Cheval était arrivé en 95-96 et avait vite compris l'intérêt de cette grande diversité et tout ce qu'on pouvait en faire. Donc il a commencé à recruter des gens pour ce projet, pour organiser le tri, pour documenter tout ce qu'il y avait, parce que à l'époque il y avait au tout début du musée, il y avait le conservateur, une secrétaire et 10 gardiens. En gros, à partir de 80, il y a une équipe qui s'étoffe. Il y a toujours eu un laboratoire, mais qui était argentique. Et à partir de 99, François organise la numérisation, l'informatisation. Et moi, j'arrive dans ce contexte-là où, l'inventaire était toujours papier, il y avait des fiches papier, les vieux renvois à papier, les fichiers papier par auteur, par thème, par technique. Enfin bref, on était au top de la documentation telle qu'elle pouvait se faire dans les années 60, 70, 80, mais il y avait un véritable besoin de documenter et d'informatiser. Quand je suis arrivé avec la dizaine de personnes que François a réussi à recruter sur une dizaine d'années, c'était très enthousiasmant parce que tout d'un coup on doublait l'équipe, on doublait les moyens. Il y avait un projet, il y avait de l'argent pour faire des études préalables, la ville de Châlons nous accompagnait, le ministère nous accompagnait. Donc tout un tas d'études préalables pour améliorer la conservation, améliorer la numérisation, créer des dispositifs de médiation qui utilisaient le numérique, ce qui était quand même assez récent et assez neuf, donc on défrichait. Donc c'était une période extrêmement enthousiasmante, vraiment. Et donc oui, effectivement, le métier a changé, parce que moi j'étais là pour former l'équipe sur place de l'inventaire à travailler avec une base de données et puis avec des fiches papier. Je formais les gens. Mon prédécesseur à la direction du service passait derrière moi en disant jamais on informatisera, vous refaites des fiches papier. J'ai croisé Paul Jay. Il me dit, vous êtes là pourquoi? Je fais pour informatiser les collections. Paul Jay me répondait, de mon vivant, jamais il y aura d'ordinateur dans ce musée. Enfin, voilà, c'était l'ambiance, et derrière il y avait le dynamisme d'un musée qui voulait changer, évoluer, mais tout en respectant les collections et raconter les histoires qu'il y avait dans les collections. Les collections, c'était complété c'était composé de quelle façon? Les collections, elles étaient, c'est les mêmes qu'aujourd'hui en fait. C'est les mêmes qu'aujourd'hui. Elles ont toujours été encyclopédiques. Elles ont toujours couvert toute la photographie de Niepce jusque là où on en est au moment où on parle.
C'est-à-dire que quand Paul Jay est arrivé, il a eu la chance d'acquérir plusieurs collections encyclopédiques de collections privées. Il a eu la chance de bénéficier de la fermeture du musée Kodak de Vincennes, et les collections ont été réparties entre Rochester, Orsay et nous. Donc, à chaque fois que je parle de ces ensembles-là, je parle de centaines de milliers d'objets qui couvrent tout le champ de la photographie. Donc entre 75, enfin décembre 74, l'ouverture au public du musée, jusqu'en 79 à peu près, je dis toujours que les 3 millions de photos, elles étaient déjà là. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on complète les manques éventuels ou des aspects qui seraient un peu ou maltraités. En tout cas, on peut parler de tout, mais pour en parler bien, on continue d'étoffer. Oui, il y a toujours des fonds qui nous passent sous le nez, qui nous passent devant le nez, et on se dit, ça nous permet de raconter une histoire qu'on n'avait pas vue avec les fonds qu'on avait. Donc en fait, c'est que maintenant on pose des briques sur le socle primitif, en gros. Mais le socle primitif, il était là quand François est arrivé, le socle des collections, il était déjà là, et depuis, on ne fait que bâtir dessus. Donc il y avait des appareils, il y avait des négatifs, il y avait déjà des planches contact, il y avait déjà des fonds de photographes, il y avait déjà les imprimés considérés comme faisant partie des collections. Enfin, tout ça était là en fait, mais pas forcément théorisé et assumé. Et François en fait va poser les bases intellectuelles de tout ça, et nous on continue dans cette voie-là en essayant d'aller un peu plus loin sur certains aspects. Pardon, les prochaines, les autres étapes, et puis aussi ton changement de rôle en 2008. Est-ce qu'on pourrait revenir sur sur aussi ta carrière au sein du musée? Alors moi au musée j'étais recruté donc pour informatiser, former les gens à servir d'une base de données, et puis petit à petit en fait j'ai pris de plus en plus de place dans le service pour organiser le travail. Donc en fait François avait recruté à un moment avait recruté comme directrice des collections Kim Timby, qui faisait sa thèse à ce moment-là sur la photographie en relief. Et puis petit à petit, quand elle est pas restée longtemps, elle est restée 2-3 ans, et puis en fait c'est venu naturellement quand elle est partie que je la remplace. Il était devenu évident pour l'équipe et pour moi que j'avais pris un peu plus de place que le simple type qui met en place une base de données et vérifie les thésaurus. En fait, c'était moi qui définissait les priorités de numérisation, c'était moi qui vérifiait et validait les données saisies par l'équipe d'inventaire. Donc c'est devenu assez évident. Et puis on était un peu plus nombreux que maintenant, donc il y avait une répartition des tâches qui était assez claire entre les gens en charge des expositions, les gens en charge de l'inventaire, les gens au laboratoire, les gens du service des publics. Et c'est vrai que maintenant on est un peu moins, mais c'est normal. Il y a des problèmes de sous un peu partout. Les collectivités territoriales doivent réduire leurs effectifs, comme l'État. Enfin, je pense qu'on entend tous la radio tous les matins. On reste quand même un musée assez étoffé. La ville fait quand même un effort. On est plus de 40 dans le musée quand même. Et mon équipe, elle a connu une apogée avec 12 personnes. Aujourd'hui, on est 8. Mais ça fait quand même du boulot à abattre. Parce qu'il y a quelque chose qui est toujours très important à comprendre, c'est que la photographie, ça génère des grands volumes. À partir du moment où on décide d'acquérir des fonds complets avec les négatifs, il faut indexer les images une à une, et c'est pas avec 2 personnes qu'on arrive à rattraper le retard, et 2 à gérer les acquisitions. Donc oui, c'est passé un peu naturellement vers 2008. De prendre la direction du service et la direction des collections, sous la direction évidemment de François. Et effectivement, depuis 2013-2014, la politique d'acquisition, c'était vraiment fait en concertation, juste François Cheval et moi. Et depuis le départ de François, c'est moi qui l'amène et qui donne les priorités de traitement et les priorités de numérisation. Mais c'est vrai qu'entre le petit documentaliste qui forme des gens à numériser et aujourd'hui qui fait rentrer une quinzaine de fonds de photographes par an, où il y a une vraie différence de métier, ouais. Et par rapport à la structure juridique, du coup, le musée est municipal et 100% des fonds. Et donc, est-ce que ça fait aussi une fragilité de politique ou alors Absolument pas, c'est marrant, c'est une question qui revient souvent en ce moment avec les photographes qui veulent nous confier leurs fonds. Ils se posent la question de la protection juridique des fonds. Alors, certes, nos salaires, le bâtiment, l'entretien, les fluides, etc., c'est municipal et c'est un énorme effort de la collectivité. Mais par contre, le musée est sous l'égide de la loi musée et du code du patrimoine. Donc, toutes les acquisitions qu'on fait,
toutes les restaurations d'œuvres qu'on fait sont soumises au contrôle technique de l'État par des commissions qui sont prévues par le Code du patrimoine. Et une fois que les collections sont inscrites à l'inventaire, elles sont comme toute collection de musée. Les collections du musée Niepce, qui est musée municipal, sont protégées au même titre que les collections du musée du Louvre, qui appartient à l'État. Elles sont insaisissables, imprescriptibles et inaliénables. C'est-à-dire que ad vitam, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de planète Terre, notre mission, c'est d'en garantir la préservation et la valorisation. Quelle que soit l'obédience politique, quel que soit tout ce qui pourrait se passer en termes de vote ou de décision politique, les collections sont protégées. Et le contrôle technique de l'État fait que si un jour, ce qui n'est pas le cas du tout, si des élus décidaient de fermer le musée, les collections seraient toujours préservées et l'État et les administratifs en place trouveraient des solutions pour que les fonds soient déposés dans des institutions qui seraient prêtes à les valoriser. C'est une protection absolue. On est les seuls à faire ça, et malgré toutes les attaques que cette protection juridique subit, nos députés tiennent bon, et il n'y a pas de projet de loi qui remet en cause cela. Du coup, tu nous parlais aussi du fait qu'il y a des acquisitions régulières de fonds de photographes. Est-ce qu'il y a eu des évolutions au niveau de ces acquisitions? Qu'est-ce qui est différent? Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées? Voilà, est-ce qu'on pourrait revenir? Et puis aussi, quelles sont aussi les différences? Là, il y a plein de sujets, mais qu'est-ce qui est différent de gérer le fonds d'un photographe décédé et d'un photographe vivant? Voilà, donc c'est plein de questions que j'ai sur le fait d'acquérir des fonds. Les difficultés qu'il peut y avoir et qui peuvent apparaître ou qui sont plus là, mais en fonction des années, du temps qui passe, et le fait aussi quelles sont les différences de gérer des fonds de photographes vivants ou décédés. Alors il y a beaucoup de questions effectivement. Pour revenir aux toutes premières questions, l'évolution elle est claire et nette. Paul Jay acquérait des fonds de photographes par hasard, et ils sont peu nombreux, et ils étaient plutôt, oui par hasard, je dis, c'est pas vrai par hasard, mais c'était pas une motivation en soi. Donc il y avait des photographes qui s'adressaient à lui. Parfois il considérait qu'il avait acquis le fonds en rentrant 300 tirages représentatifs d'un photographe. Parfois, quand il a récupéré en 1975, quand il a acquis la collection de Maurice Durville, qui avait une collection privée du daguerreotype à la diapositive, en fait, quand il a acquis ce fonds-là, il s'est aperçu que Durville était membre du groupe des 30-40, et le type avait une production énorme en tant que photographe, et on a récupéré négatif, planche contact, diapositive, tirage. Donc c'était pas par hasard, mais presque parfois. Et à partir de François Cheval, à partir de 2009, le musée a eu une attitude très proactive sur le sujet, considérant qu'on ne pouvait pas parler de photographie et de l'évolution du métier de photographe sans avoir des fonds pleins et entiers sous les yeux, et de voir comment est-ce que sur 40, 50 ans, un photographe va évoluer. Alors pour certains photographes, on faisait des prélèvements. Par exemple, Patrick Tosani, on a plusieurs de ses séries dans les collections, donc c'est des tirages produits. On peut pas dire et considérer qu'on a le fonds photographique de Patrick Tosani, mais on peut suivre l'évolution de sa carrière et l'évolution de ses séries avec le temps. Mais il est vrai qu'avoir un fonds complet sous les yeux, c'est quand même plus pratique. Et donc à partir de 2009, on va expérimenter de prendre un fonds plein et entier. En entier, négatif, planche contact, tirage d'expo, qui sera celui de Peter Knapp. Et là, surtout, on va mettre en place notre méthode de travail à nous, parce qu'on savait pas faire. On savait pas faire. On savait faire sans savoir faire. Mais se consacrer exclusivement au fond d'un photographe et dire, il y a une personne pendant 3 ans, elle va faire que ça. Et comment on bosse? Et donc on a expérimenté, donc à l'époque c'était Audrey Waro qui est au CRP qui travaillait au musée, qui a travaillé sur le fond de Peter Knapp pendant 3 ans pour aboutir à une exposition rétrospective de Peter Knapp. Et une fois qu'on a ouvert cette expo, on a dit ouais, c'est bon, on sait faire. Et puis il y a eu le bouche à oreille, il y a eu nos activités d'aller voir des photographes. Et entre 2009 et 2021, on a j'aime pas ce mot-là, mais on a acquis une trentaine de fonds. Et au moment où je rédigeais le livre sur les collections qui est sorti l'année dernière, et au moment où j'ai fini d'écrire la dernière ligne, au moment où il est sorti, à savoir 6 mois, il y a 10 fonds qui sont rentrés. Le livre, il est déjà obsolète.
Et au moment où je parle, et entre le moment où le livre est sorti et le moment où je parle, il y en a 10 autres qui sont rentrés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a acquis un savoir-faire. Et surtout, la vraie différence, c'est que il y a énormément de besoins. Il y a 20 ans, les photographes, ils se posaient pas encore la question, ils étaient actifs, même s'ils étaient à la retraite, leur fonds, ils le géraient, ils étaient diffusés, etc. Sauf qu'il y a quasiment plus personne qui diffuse, les gens vieillissent ou décèdent, et les fonds se retrouvent sur les genoux des ayants droit. Et donc, effectivement, il y a eu cette évolution-là, c'est qu'il y a eu une urgence à un moment, et heureusement qu'il y a eu nous et la médiathèque de la photographie du patrimoine pour faire ce travail systématique, pour acquérir ces fonds-là, et heureusement qu'on est aidé maintenant par d'autres institutions. Mais jusqu'il y a encore 10-15 ans, il n'y avait pas grand monde qui s'occupait de ces fonds-là, qui allait aller à la poubelle, en fait. Donc oui, il y a une évolution, parce qu'il y a une prise de conscience des institutions, et il y a une prise de conscience des photographes et de leurs ayants droit. Alors, je crois que j'ai répondu à pas mal des premières questions, là. Alors, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième. La deuxième, c'est quoi? C'était la différence entre les vivants et les morts, en gros, pour faire simple. Je dirais qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a des vivants, ils s'en foutent une fois que c'est là, pardon d'être un peu vulgaire, et il y a des morts, les ayants droit s'en foutent après ou pas, une fois que c'est là. En fait, pour chaque photographe, les cas sont uniques, en fait. Nous, on essaye de rationaliser, de simplifier les rapports au maximum, que tout soit clair et que le fonctionnement soit le même pour tous. Mais c'est impossible parce qu'on est tous des êtres humains. Et effectivement, il y a des photographes pour qui les ayants droit sont très très présents. Il y a des ayants droit, ils sont présents pendant 2 ans, puis quand ils voient que ça tourne, ils sont contents et tout va bien et ils nous laissent tranquilles. Et nous, on peut travailler sereinement. Et quand il y a un souci, c'est nous qui revenons vers eux. Les photographes vivants, écoutez, là, c'est marrant ce que vous me dites, qu'on vient la semaine dernière, mercredi, on a inauguré 2 expositions, qui sont 2 expositions faites à partir de fonds de photographes. Le premier, c'est celui de Kate Barry. Elle est décédée il y a 10 ans. Les ayants droit sont ceux qui sont. Il y a des agents. Et chez les ayants droit, ils ont des agents aussi. Et ça a été d'une simplicité absolue. J'ai eu l'impression qu'on nous faisait totalement confiance. On envoyait au fur et à mesure. On a eu 2 ans pour bosser. Ils ont été rassurés par ce qu'ils voyaient. Ils ont découvert l'exposition au dernier moment, le jour du vernissage, et tout le monde était content. Et c'est une vraie fierté pour nous, mais ça aurait pu se passer autrement. Ça aurait pu être quelqu'un d'autres interlocuteurs, et ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Un fonds dont je tairai le nom, c'est compliqué, j'ai tout sauf envie de l'exposer à nouveau, par exemple. Je ne dirai pas le nom. Et donc les ayants droit peuvent être très présents et très contraignants, et à trop surveiller ce qu'on fait alors même qu'on est une institution publique, et qu'on est là pour valoriser le fonds de leurs parents. Effectivement, ça peut être bloquant, et c'est à se dire, mais mince, en fait, ça a beau avoir été patrimonialisé, tant qu'ils seront là, nous mettre des bâtons dans les roues, le fonds il sera pas valorisé comme il faut. Ça peut arriver. Et avec les vivants, donc en même temps qu'on ouvrait l'exposition de Kate Barry, on a ouvert l'exposition Bertrand Meunier. Et alors Bertrand Meunier, c'est un autre cas de figure. Il est encore en vie et il produit encore. Et donc il est très attaché au suivi de ce qui sort sur lui. Il faut qu'il maîtrise tout de A à Z, et il a totalement raison. Et donc et quand il va écouter ça, il va m'en vouloir, mais on se parle depuis que le fonds est là, quasiment tous les lundis matins. C'est devenu un running gag. Si on n'a pas notre petit échange de textos téléphoniques le lundi matin, c'est qu'il y a un problème. Le rythme s'est encore accéléré pendant la préparation de l'exposition. Et c'est vraiment été un travail main dans la main, de confiance, de collaboration, où en fait on a revisité ses archives ensemble, alors même qu'il continue de l'abreuver, son archive. Donc c'est 2 cas de figure très différents. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Avec la morte, c'était facile, et avec le vivant, c'était pas facile. En fait, c'était des relations fluides dans les 2 cas, très agréables, de confiance, mais aussi parce que ça fait 20 ans qu'on le fait. Mais avec d'autres photographes, ça se passera moins bien, j'en suis sûr, et ça se passera beaucoup moins bien plus tard, j'en suis sûr. Mais pour moi, je vois pas de différence, en fait, parce qu'on a toujours un interlocuteur en face, qu'il soit l'auteur ou l'ayant droit, on a toujours un interlocuteur en face, et ça dépend après des relations faciles ou pas, de la peur que l'institution fasse des bêtises. Et je suis peut-être trop long, mais c'est pour ça que depuis le début, on propose des solutions parfois à double détente. C'est-à-dire qu'on propose non pas une acquisition tout de suite, mais plutôt un dépôt. Ce qui fait que pendant 2-3 ans, ça nous permet de voir si on peut travailler ensemble. Et si on peut travailler ensemble, à un moment on discute, on dit bon, un dépôt c'est bien, mais ça reste quand même de l'argent du contribuable, on n'est pas là pour entretenir un bien privé ad vitam. Il y a un moment, il faut quand même clarifier le statut. Bon, on s'entend bien, on continue. Bon, du coup, on acte la donation, l'achat, etc. Et puis il y en a, c'est ici les yeux fermés, ils nous font une confiance absolue. Vraiment, ça dépend des gens. Là,
fin de mon discours, mais par exemple vendredi, j'avais un rendez-vous pour la première fois avec un photographe libanais qui m'a jamais vu. On a eu un entretien de 10 minutes. Le fond, il est quasiment sûr de finir au musée Niepce. Alors, je m'avance, et puis ça peut paraître prétentieux, et puis il faut encore qu'on se rencontre, que je vois le fond, etc. Mais là, on a eu un top plat en 10 minutes parce qu'on sait plus, il a vu ce qu'on fait avec les autres, et enfin voilà. Et pourtant, on s'est jamais rencontrés. Et du coup, c'est toujours le process, c'est toujours pendant 3 ans encore une recherche sur le fond, enfin ou alors est-ce que ça a du coup un peu évolué parce que là, vu le nombre de fonds qui rentrent dans le musée, là du coup les équipes doivent avoir, j'imagine, beaucoup de recherches à faire. Est-ce qu'on est encore sur ce timing-là ou ça a été un petit peu vu que vous en faites aussi voilà, plus souvent, il y a aussi des choses qui peuvent être aussi fluidifiées. 3 ans, c'est le minimum entre le moment où on commence à travailler sur un fond pour ensuite l'exposer. Après, au bout de 3 ans, le fond ne sera pas entièrement traité, mais il sera entièrement regardé. Ça, c'est sûr. Pour Kate Barry, pendant 2 ans et demi, j'ai pu tous les jours, tous les soirs, je regardais un petit peu, j'ouvrais les boîtes. Voilà. Alors, ça veut pas dire qu'à la fin des 3 ans, il est entièrement traité. Pour Peter Knapp, c'était montrer qu'en 3 ans, on peut le faire. Avec une personne, on peut le faire. Par contre, pour préparer une exposition, oui, c'est 3 ans de boulot, mais quel que soit le sujet, que ce soit pour un fond de photographe ou un autre sujet, pour moi, c'est 2 à 3 ans de boulot minimum. Oui. Mais le délai pour traiter un fond, effectivement, Jean-François Borret, par exemple, pendant 3 ans, on a travaillé sur le fond pour faire l'exposition rétrospective, où on a sorti des choses qui étaient peu ou pas connues. Mais physiquement, le fond, il est loin d'être fini de traiter. Le monsieur, il a fait clic-clac au moins 1 million de fois. Mais c'est l'avantage que les collections soient inaliénables, insaisissables, imprescriptibles, et qu'on travaille sur le temps long. C'est-à-dire que on avance petit à petit sur le fond. Voilà. Et on se répartit en fonction des priorités, des budgets, des gens qui vont, qui viennent aussi, hein, parce que on a quand même un gros turnover d'équipe, en tout cas dans mon service, j'ai un noyau dur de 3-4 personnes, puis après il y a des gens qui vont, qui viennent. Et en quoi consiste ton quotidien entre tes différents projets, enfin entre les collections du musée, l'enseignement, le commissariat et l'écriture que tu as pu faire l'année dernière, voilà, un petit peu pour savoir comment ces différents projets qui sont liés par la même passion, mais comment ils s'articulent entre eux? Bah, ils se nourrissent l'un l'autre déjà. J'ai des journées de 23 heures et pas de 24, je dors un peu quand même. Non, on se rigole, mais tout ça est complètement nourri l'un l'autre, c'est-à-dire que quand je préparais le livre sur les collections et les 50 ans du musée, en même temps on est en train de préparer une exposition sur les 50 ans du musée. Les confinements ont fait beaucoup de bien aussi pour l'écriture. Parce qu'ils ont permis de rattraper énormément de retard et de se plonger. Par exemple, le livre sur les collections, en fait, il est né du confinement. Il est né de 3 mois enfermé chez soi, à se dire, bon, il y a un moment, c'est bientôt les 50 ans du musée, je m'ennuie, je suis chez moi, je dois faire 3 rondes par jour au musée pour vérifier qu'il n'y a pas le feu, pas d'inondation et pas d'intrusion. Et ça me laisse 2 fois 3 heures d'affilée entre mes rondes pour réfléchir. Le chemin de fer s'est construit pendant ce temps-là, en fait, par exemple. Et puis, l'écriture, en fait, à partir du moment où, quand vous faites, donc mon quotidien, c'est de gérer la collection, donc en termes de conservation, de documentation, et de gérer les rotations du parcours permanent. Donc on est toujours en train de réfléchir sur des petits bouts de l'histoire de la photographie pour changer ses murs. On est toujours à aller voir dans telle réserve parce que c'est celle-ci qu'il faut traiter parce qu'elle commence à être un peu... elle n'a pas été reconditionnée, donc il va falloir quand même s'en occuper. Donc on plonge dedans, donc on plonge sur un micro-sujet. Donc on est toujours en train de regarder des bouts de l'histoire de la photo et de se documenter dessus. Ça n'arrête jamais. Donc le quotidien, il est très occupé et il passe de l'histoire de la diapositive dans les années 37-38 et c'est tout début à un documentariste qui nous écrit, qui lui demande de faire un point sur l'invention et Niepce, il aimerait dire pas trop n'importe quoi et il a besoin de nos repros de Niepce pour faire son film. Voilà, et ça c'est en une demi-heure de temps, on passe de l'un à l'autre. Mais ça c'est le quotidien de tous les gens qui s'occupent de fonds un peu protéiformes comme ça, je pense.
Et le livre, en fait, j'enseignais déjà avant, mais le livre maintenant me donne une matière première énorme pour donner les cours, parce que c'est ça qu'on vient chercher quand on me demande d'intervenir, que ce soit à l'Institut national du patrimoine ou bientôt à l'école du Louvre. Ce qu'on vient chercher, c'est ça, c'est cette histoire qui n'est pas la mienne en fait, qui n'est même pas celle que j'ai écrite, mais celle que les collections du musée racontent. C'est-à-dire que les collections, elles ont été constituées avec un point de vue, pas forcément théorisé par Paul, mais bien présent, théorisé par François et bien présent. Et moi, je suis l'enfant de cette collection et des discours qui ont nourri cette collection et qui ont contribué à ces acquisitions-là. Et c'est ça qu'on vient chercher quand on me demande de venir parler d'histoire de la photo dans ces endroits-là. Et les collections, elles sont accessibles? Sur rendez-vous à tout à chacun. Faut jamais oublier, on est payé par les impôts des gens. C'est le contribuable qui fait que ce musée existe. Il y a les décisions politiques, bien sûr. La mairie soutient ce musée avec ses salaires, etc. Mais les collections appartiennent à tous, en fait. Et mon salaire est payé par les contribuables chalonnais, et donc et pas que. Et donc tout le monde est invité à venir consulter, mais encore une fois sur rendez-vous. Parce que ça se prépare une consultation. Il faut qu'on sorte les objets avant. Il faut faire les fantômes de là où étaient les boîtes pour bien signaler qu'elle est sortie. Ça met à disposition du personnel qui ouvre les boîtes et qui reçoit les gens. Donc c'est sur rendez-vous, mais n'importe qui peut venir consulter. L'autre jour, c'était marrant, c'était une agent d'accueil qui vient d'être recruté au musée. Son grand-père était photographe amateur et il a pu ses appareils, il a pu son matériel. Et elle nous a demandé si on pouvait organiser une consultation pour qu'il voit les mêmes modèles que ceux qu'il employait il y a 40-50 ans, quoi. Et donc on a eu une petite demi-heure, donc nous c'était une demi-journée de préparation de sortir les appareils, mais du coup ce monsieur a pu revivre sa jeunesse avec ses appareils, alors c'est pas les siens, mais les mêmes modèles, et il était tout heureux, et c'est à ça qu'on sert aussi. T'as pu nous parler des évolutions que t'as pu voir au niveau des fonds et au niveau au niveau de comment le fonds a été composé, et les différents exemples d'acquisition que vous pouvez avoir. Mais est-ce que du point de vue métier, quelles sont les évolutions que tu as pu voir d'une façon technique, d'une façon politique, sociale? Est-ce que est-ce qu'il y a quels sont un petit peu les changements que tu as pu voir? Je crois qu'il y a des changements à tous les points de vue. Mais le point de vue le plus terre à terre, quand on nous demandait des visuels avant, quand je suis arrivé au musée, quand on nous demandait des visuels pour illustrer un article, on envoyait des diapositives. Et maintenant, j'envoie 48 transferts par jour. Ça déjà, pour moi, c'est un changement très marquant, en fait. Cette logistique qu'entraînait de dupliquer les collections sur des diapositives pour ensuite les envoyer, négocier qu'on nous les retourne, l'envoi des justificatifs de publication enfin bref, c'était comme tout fond de presse, comme tout fond d'illustration par l'image, en fait. Tout le monde fonctionnait comme ça, même les musées. Et maintenant, on envoie tous des WeTransfer. Et donc ça, c'est une évolution très terre à terre, mais que je trouve assez symptomatique des 20 dernières années, parce qu'elle souligne que le numérique a gagné aussi dans la pratique des photographes, à part quelques irréductibles, comme Bertrand Meunier, qui continue de faire des prises de vue en argentique et de tirer en argentique. Voilà, il y a cette évolution-là. Après, ces dernières années, il y a deux évolutions qui sont très prégnantes, qui sont MeToo est passé par là. La manière dont on est regardé, dont on est scruté, dont on est jugé, sur la présence ou non de femmes photographes dans les fonds, dans les expositions, dans les acquisitions. Ça, c'est quelque chose qui me surprend parce que ça n'a jamais été un sujet, mais que je comprends totalement que pour elle, c'en est un. Mais à chaque fois qu'on pose la question, on s'aperçoit que nous, le musée, naturellement, sans se poser la question, on a du 50-50 en termes d'acquisition et d'exposition. Mais depuis 25-30 ans, en fait, déjà, Paul, là, en ce moment, je prépare ce qu'on va reverser sur le site d'Iconos Photo, qui est l'ancien portail Arago. Je suis en train de reprendre tous les fonds un par un. Toutes les lignes d'inventaire depuis 74 pour vérifier les données que je vais reverser. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Et je m'aperçois que Paul Jett déjà faisait des acquisitions indifféremment homme-femme. François faisait indifféremment
acquisition homme-femme, je m'aperçois que depuis que c'est moi, c'est pareil, c'est indifféremment, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que ces gens racontent sur la photographie et quel est le discours que nous, on va avoir sur la photo et quel photographe nous accompagne là-dedans. Il se trouve que c'est du 50-50, mais mine de rien, ça revient toujours dans les conversations aujourd'hui et c'est très très bien. Parce que même si chez nous c'est pas vrai, on ne peut nier qu'elles ont parfois été oubliées, voire très souvent, et qu'il y a d'autres problèmes que ça pose aussi. Et l'autre évolution qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'est la multiplication, je trouve, depuis quelques années des thèmes de l'écologie. Dans tous les dossiers qu'on nous propose pour des résidences ou dans des lectures de portfolio, de plus en plus l'écologie revient. Et je trouve ça assez visible et assez intéressant. Et je parlais du numérique tout à l'heure aussi. Et là du coup c'est contre-écologique, mais un retour à l'argentique aussi. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes gens qui reviennent à l'argentique, qui reviennent aux matériaux et qui s'interrogent aussi sur l'écologie de ce système argentique. Donc ça, depuis 4-5 ans, cette évolution-là, elle est très très visible. Juste parenthèse, c'est vrai que la question écologique liée au numérique, je pense qu'elle se pose parce que les serveurs qui stockent nos fichiers de photos, nos informations peuvent aussi avoir un aspect, peuvent aussi polluer et vu qu'on a un volume d'images qui est aussi de plus en plus fort, enfin je pense que tu dois le voir, mais je pense que maintenant quand on vous apporte des fonds, quand c'est la photographie numérique, j'imagine qu'on doit être sur des volumes qui doivent être encore plus importants que quand on était sur sur de l'argentique où il y avait aussi je pense beaucoup de volume, mais quand même un peu moins, j'imagine aussi. Oui, alors c'est vrai que ça c'est un aspect dont on n'a pas parlé. J'aurais pu en parler, mais effectivement il y a cette question-là se pose. L'argentique, un fonds de photographe argentique, en vrai, si vous n'avez pas de tirage d'exposition, ça tient dans une étagère. Parce qu'il faisait peu de tirages, les tirages de lecture, ils restaient au magazine, à la rédaction du magazine, parce que voilà. Donc ça tient dans une étagère. Par contre, il y en a d'autres qui sont plus prolifiques. Jean-François Borret ou Sauvageot, par exemple. Sauvageot, il a fallu que j'étais à 2 doigts de louer un semi-remorque. Et l'écologie de cette conservation-là pose problème aussi, parce que pour conserver des fonds de photographes ou des photographies en règle générale, mais la conservation en règle générale, pas seulement la photographie, c'est assez polluant parce il y a plusieurs choses. Il y a les pochettes à fabriquer dans un matériau neutre, le carton qui doit être neutre, donc il a un traitement particulier. C'est pas du carton que vous achetez n'importe où. Donc ça a un coût, mais ça a aussi un coût écologique. Faut mettre au froid. La photographie se conserve mieux au froid qu'au chaud. Les fonds nitrates ou les diapositives, c'est mieux si vous congelez ou vous êtes autour de 5 degrés. Donc en termes de consommation énergétique, c'est quand même pas mal. Donc il y a une réflexion à mener, hein, et c'est bien aujourd'hui que le musée, on envisage de déménager avec un projet de nouvelle réserve dans un bâtiment neuf, parce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc faut qu'on réfléchisse à l'enfouissement, faut qu'on réfléchisse géothermie, faut qu'on réfléchisse comme ça, et pas on va mettre des clims et tant pis pour la planète, au moins les photos elles seront toujours là. On peut pas réfléchir comme ça. Et l'autre question que tu poses, c'est effectivement qu'aujourd'hui et de plus en plus, et ça c'est une différence qu'on a entre les vivants et les morts chez les photographes qu'on récupère, c'est qu'aujourd'hui on récupère des disques durs. Kate Barry, elle fait de l'argentique de 95 à 2002-3, et à partir de 2003 jusqu'à 2013, elle est en numérique. Et donc j'ai vu arriver 10 petits disques durs, les gros lacis là, les vieux lacis des années 90, des années 2000. Donc il y en a 10. Voilà. Alors, en plus, elle shootait beaucoup, donc les disques durs sont ras la gueule. Et je me souviens d'un dossier que j'ai ouvert, j'ai été effrayé en 3 heures de prise de vue, elle a pris 1000 clichés. 1000 clichés.
pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'elle travaillait. En argentique, c'est pareil. Une séance de prise de vue, c'est 40 bobines. Ok. Donc voilà, ça permet aussi de dire voilà, cette photographe travaillait comme ça. Mais en attendant, il faut stocker. Et du coup, on se retrouve avec cette logique de copier pour avoir une sauvegarde de l'original et puis ensuite de sauvegarder notre copie. Donc, parce qu'il faut toujours au moins 2 sauvegardes. Donc voilà, on multiplie par 3 les petits pains et donc par 3 le stockage, la consommation et les coûts. Après, il y a d'autres photographes. C'est là où c'est intéressant de travailler avec des photographes vivants qui sont passés au numérique. C'est que eux, comme pour l'argentique d'ailleurs, et ça c'est vraiment à la discrétion du photographe, ils peuvent décider qu'ils vont pas tout donner, qu'ils vont trier. Il y a des photographes, ils décident que, même pour leur fond argentique, ils vont dire, bah non, en fait, ce que je veux, c'est qu'il y ait que les tirages que j'ai édités et dont j'ai contrôlé l'édition, qui seront dans les musées, qui seront conservés. Les négatifs iront à la poubelle. Les planches contact, elles n'existent pas, vous ne les avez jamais vues. Et même si au départ c'était un travail destiné à la presse, les justifs, vous les aurez pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, et pour plus tard, la trace qui restera de moi sur cette planète, c'est le tirage encadré. J'ai 2 photographes qui sont arrivés comme ça, je dirais pas les noms. Et puis il y en a, et puis en numérique, par exemple Alain Villaume qui est en dépôt chez nous, le photographe de tendance floue. En fait, c'est 4 classeurs de négatifs, c'est tout petit, et un disque dur de 4 Tera. Et sur le disque dur, en fait, il a édité. Donc il y a que les photographies éditées, retouchées, prêtes à l'édition, et tout le reste n'existe pas. C'est vraiment à la discrétion des photographes. Il y a pas de, et nous on n'a rien à imposer, vraiment. Mais alors en termes de volume, en termes de coûts de conservation et en termes de coûts de stockage numérique, plus tout ce que nous on génère en numérisation aussi, parce que nous on numérise toute la journée. Et tous les photographes peuvent vous faire une proposition de don ou de dépôt. Est-ce qu'il y a un filtre? Est-ce qu'il y a une curation? Est-ce qu'il y a une décision qui est prise? Parce que j'imagine que vous devez recevoir souvent des propositions. Voilà, comment vous faites pour décider? Je parlais du contrôle. Ce que vous gardez. Ouais, je parlais tout à l'heure du contrôle technique de l'État, c'est-à-dire que donc au musée, actuellement je suis un peu tout seul à décider les fonds qui rentrent ou pas, mais après a priori je suis plus ancien à travailler dans les collections, je suis celui qui connaît le mieux les collections, et donc je présente quand même mes acquisitions au groupe du musée et à ma directrice, mais in fine c'est moi, mais de toute manière, in fine on passe devant des commissions avec des représentants de l'État. Le musée fait partie de la commission patrimoine du département de la photographie au ministère, donc on est tous au courant de ce qu'on fait. Et on en parle entre nous, donc il y a des fonds où je sais que je répondrai pas favorablement, je le remets sur la table, comme les collègues le font d'ailleurs. Il y a des fonds, ils pourront pas les prendre ou ça rentre pas dans leur politique d'acquisition, ils le remettent sur la table et on discute entre nous de où est-ce qu'on pourrait proposer le fonds ailleurs que chez nous. Donc donc il y a dans ces commissions, il y a tous les responsables d'institutions photographiques importantes, il y a des représentants du service des musées, du service des archives, donc et des services des bibliothèques, donc il y a une concertation permanente entre institutions qui faisons ce métier et qui faisons la prise en charge de fonds photographiques. Après, pour les musées, c'est toujours un peu compliqué parce que acquérir des fonds de photographes, ça pose un certain nombre de problèmes dans les musées parce qu'il y a derrière, il faut qu'on fasse l'inventaire et le récollement, et tous les 10 ans, on fait le récollement à vérifier. Donc c'est vrai que les musées ont pas tendance à prendre des fonds pleins et entiers. Après, nous, on est particulier, c'est qu'on est un musée dédié à la photographie. Donc si nous, on fait pas ce travail-là, personne le fera. Et aujourd'hui, le filtre, il est un peu... moi, j'aurais tendance à élargir les mailles du filet parce que on est dans ce moment du changement numérique argentique où tous les photographes qui ont travaillé au XXe siècle en argentique sont tous en train de nous quitter. Et c'est des fonds qu'il faut sauver maintenant. Et on se posera la question après, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Je pense aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des fonds que je suis en train d'accepter. Peut-être que plus tard, on organisera qu'ils soient déposés ailleurs pour être mieux mis en avant, parce que ça rentre pas forcément dans le... Peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, le statut sera toujours le même. Il sera un bien patrimonial, il sera juste mis chez des copains. Nous, on a un fonds de photographes aujourd'hui du 19e qui a été accepté par un musée et qui ne savait pas s'en occuper et qui est en dépôt chez nous.
en fait. Parce qu'il y avait 10 000 négatifs et ils savaient pas quoi faire avec ces 10 000 négatifs. Donc ils sont chez nous et le fonds est valorisé, il a été numérisé, conditionné, inventorié. Ils savent que c'est à eux, on sait que c'est à eux, mais l'essentiel n'est pas que ce soit à quelqu'un ou à un autre, mais bien que le fonds soit patrimonialisé et valorisé. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt dans une sorte de forme d'urgence. Il faut sauver les fonds de photographes. Effectivement, on pourra pas tous les sauver, ça c'est sûr. C'est pour ça que je posais cette question, parce que je pense que vous devez recevoir peut-être des personnes qui vous envoient des mails en disant ma grand-mère est une grande photographe. Donc effectivement, c'est intéressant. Mais il faut toujours aller voir. Il faut toujours aller voir, il faut toujours aller vérifier, parce que ça se trouve, c'est vrai, la grand-mère était une grande photographe. Mais des fois, on est obligé de les conduire. Oui, mais en tout cas, c'est intéressant qu'il y ait du coup une communauté qui puisse échanger et puis voir si est-ce que le lieu est adéquat ou est-ce qu'il y aurait un autre. C'est ça. Et c'est pour là vous me parliez de changement tout à l'heure. Ce qui a changé depuis 4-5 ans aussi, c'est la prise de conscience par le ministère et les institutions qu'on n'était pas tout seul dans notre coin à conserver des fonds. Et que à un moment le ministère a joué son rôle de concertation et on s'est, parce que vous savez, moi j'ai et mes collègues vous en parleront, il y a des fois on s'est retrouvés convoqués chez des ayants droit et en discutant et en faisant l'article pour essayer de récupérer le fonds chez nous, on s'apercevait que la veille il y avait eu la médiathèque, le lendemain il y avait le musée d'art moderne, en fait on passait un oral. Alors non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous voulez patrimonialiser le fonds de votre papa ou votre maman? Et c'est pas, enfin, on travaille tous très bien en fait. Donc c'est pas la peine de nous mettre en concurrence. L'idée c'est que il faut que ce soit au bon endroit et que ce soit patrimonialisé. Et depuis 4-5 ans, ça c'est un vrai changement avec une vraie concertation. Et le travail qu'ils ont fait en éditant le livre Photographie Plus tous les ans, par exemple, je pense aide aussi les ayants droit et les photographes à savoir qu'il n'y a pas que la médiathèque, il n'y a pas que le musée Niepce, il n'y a pas que l'ABN, il n'y a pas que les grosses maisons. Il y a d'autres gens qui s'occupent de photographie, il y a d'autres gens qui accueillent des fonds. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à avant. Et qui est bienvenu parce que, et la médiathèque et le musée Niepce, il y a un moment, on va exploser si on prend tout le monde. Donc c'est bien de se partager le travail. Ma dernière question, c'est une question un peu générale, c'est est-ce que tu aurais des réponses que tu pourrais apporter à des photographes ou à des ayants droit, peut-être par rapport aux mails que tu reçois régulièrement. Est-ce qu'il y aurait des conseils que tu pourrais donner? J'ai pas enfin, non, c'est très, ça serait prétentieux. Donc non, j'ai pas de conseil à donner. Le conseil que j'ai à donner, c'est s'ils m'écoutent, mais je sais pas s'ils m'écouteront, mais c'est qu'il faut se renseigner et il faut jamais hésiter à aller voir les gens. Quand on entend des photographes qui viennent dans des colloques, qui disent de toute manière, il y a rien en France pour s'occuper des fonds de photographes, etc. Ça arrive encore souvent. Et des photographes connus. Venez nous voir, allez voir les institutions. On est tous bienveillants et on a tous très envie de sauver entre, j'aime pas ce mot, mais en tout cas s'occuper des photos, c'est notre métier et plutôt on est en contact avec eux, plutôt ils viennent nous voir. Plutôt, on peut leur donner les bons conseils pour organiser en amont. Parce que plus ils nous contactent tard, moins on pourra bien s'en occuper parce que il y aura énormément de pertes d'informations. Et donc ça c'est pas évident parce que c'est difficile parce que nous on peut pas être proactif à sauter sur les photographes. On n'est pas des vautours. On peut pas se mettre autour de la table en disant ah celui-là il a 83 ans, qui c'est qui l'appelle, faut qu'on récupère le fonds. Non, ça marche pas comme ça. On peut pas être proactif comme ça. Il y a trop de photographes. Pourquoi est-ce qu'on irait voir celui-là et pas un autre? Donc c'est à eux de faire la démarche de venir nous voir. Eux, s'ils ont envie que le fonds soit sauvé ou préservé, exploité. Et par contre, plus ils auront organisé en amont, plus ils auront sauvegardé de choses. Par exemple, ne jetez pas les agendas, ne jetez pas les courriers, ne jetez pas les bons de commande. Pensez aux historiens, aux archivistes de plus tard, quand ils devront retracer la carrière de l'un ou de l'autre. Plus vous en laissez, mieux on peut travailler. Ça, c'est voilà. Après, on est là. N'hésitez pas à venir nous voir et on est très nombreux et de plus en plus nombreux et il y a de plus en plus de manifestations qui sont organisées pour justement dire qu'on est là pour s'occuper de vous, mais il faut venir vous nous voir nous parce que nous on peut pas tous aller vous voir et parfois on peut pas deviner que vous existez.
Parce qu'il y a des fonds qui ont véritablement disparu, et quand on sait lesquels, c'est à déprimer et à désespérer. Exactement. Oui, 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 je pense que effectivement, ne pas avoir peur d'écrire à un musée ou écrire à une structure qui a des fonds de photographes, je pense que ça peut être parfois intimidant, mais effectivement, plus tôt on le fait, et plus on peut aussi préparer, savoir en tout cas vers qui se renseigner. Et maintenant, il y a tous les outils en ligne, on trouve tout ce qu'on veut. Il y a des colloques tout le temps. Vraiment, j'ai déjeuné avec la veuve de Denis Roche avant-hier, et elle me disait, c'est incroyable maintenant, entre le colloque qu'il y a eu à l'UNHA, le Parlement de la photo tous les ans, le Photographie Plus, elle dit, il n'y a plus personne qui peut avoir d'excuses pour dire, il n'y a rien en France pour gérer les fonds de photographes. Après, il y a un cas que je le raconte à toi, mais je l'ai déjà dit parce que c'était dans une table ronde à l'Institut pour la photo. On m'a demandé le plus beau souvenir que j'ai eu un jour où j'ai récupéré un fonds. Et en fait, c'est le fonds de Jean Moral. En fait, c'est un des premiers fonds avec lequel j'étais en contact en arrivant au musée. François m'a envoyé voir la fille. Et donc, je suis arrivé en 2003, ça devait être 2004-2005. Et donc, elle voulait de l'aide pour s'en occuper elle-même. Et j'ai passé 3 jours chez elle à lui montrer comment s'en occuper. Et pendant 10 ans, j'allais la voir tous les ans, je prenais de ses nouvelles, hein. Et au bout de 10 ans, elle m'a dit, mais en fait, c'est complètement con. J'ai 75 ans. Ça fait 10 ans que je m'occupe, non, j'ai 80 ans, ça fait 10 ans que je m'occupe de ça. Mais à quel moment je vis pour moi? Et donc, elle m'a dit, viens prendre le fonds. Et donc, on a signé un contrat, je suis venu avec mes collègues. Et à la dernière boîte qui a sorti de son appartement, elle a grandi de 20 centimètres. Sa carrure s'est élargie, ça s'est vu physiquement. Elle était libérée du poids. Mais elle a mis 10 ans à le comprendre. Elle a mis 10 ans à comprendre le moment où elle a reçu le fonds chez elle, quand son père est mort, et le moment où elle s'est enfin libérée du truc. Elle a retrouvé une carrure normale. Ça l'a bouffé de l'intérieur, en fait. Et c'était trop beau à voir. Vraiment. C'était vraiment très très beau. C'est chouette, je trouve. On parle d'humain, on parle de père, de grand-père, de grand-mère et de mère. De grand-mère, de mère, enfin en tout cas de famille, donc c'est assez émotionnel, j'imagine, les échanges que tu peux avoir. C'est ça, c'est de l'humain tout le temps. Tout le temps. Merci Sylvain pour tous ces conseils. Tu nous as fait entrer dans le musée Nicéphore Niepce par ses collections. Merci beaucoup parce que c'est vrai que je pense que le métier, ou en tout cas qu'est-ce que fait quelqu'un qui est directeur des collections, n'est pas si connu. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est une exposition temporaire. On va pouvoir parfois avoir une idée aussi du conservateur qui a fait l'exposition, mais les personnes qui s'occupent des collections ne sont pas toujours mis en avant. Donc j'étais ravie qu'on fasse cet entretien et que tu nous en dises plus sur le musée et sur ton métier. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Et toute mon équipe qui travaille derrière moi, elle te remercie aussi. Quand elle écoutera, elle sera contente. Parce que c'est eux qui font le travail de petite main derrière moi. Merci Sylvain. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!